Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans mon bureau pour cet enregistrement de notre dernière séance de direction d'études. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi 5 décembre et comme vous avez pu le constater, Tolbiac est bloqué, cette direction devait avoir lieu de 18h30 à 20h30. Évidemment, on ne pourra pas la faire, c'est pourquoi j'ai décidé de la faire depuis mon bureau. Je voulais vous dire que moi je déplore le fait que, une fois de plus, Tolbiac soit pris en otage et qu'on ne puisse pas en faire un endroit où on enseigne. Je ne crois pas qu'il y ait une majorité d'étudiants qui soutiennent ce mouvement. J'attends d'ailleurs avec impatience qu'un vote électronique soit organisé pour qu'on sache si il y a une base pour une occupation. Et ce que j'espère, c'est qu'elle ne va pas se prolonger. Donc voilà. Alors, on a du pain sur la planche parce que c'est notre dernière direction d'études avant les interrogations prévues la semaine prochaine, mercredi soir prochain et samedi soir. Que va-t-on traiter aujourd'hui? Donc, on est dans la direction, dans le télé 4, hein, d'accord. Et je crois qu'on s'était arrêté, on était, en tout cas, on était à cet exercice-là. Donc on va commencer par l'exercice 2. Donc dans cet exercice-là, on étudie une variable. La variable, c'est le nombre d'enfants par famille, d'accord. Donc la variable prend des valeurs xi, d'accord. Un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants ou plus. Il s'agit d'une variable discrète, quantitative et discrète. Et puis ici, on a les fréquences, le nombre, les effectifs de chacune des possibilités, de chacune des modalités, et le pourcentage associé avec ça, ce qu'on a appelé les fréquences. Donc ce que l'on voit aussi dans cet exercice, c'est que la dernière classe, c'est les familles avec 4 enfants ou plus, d'accord. Évidemment parce qu'on est obligé, pour des raisons de commodité, de couper en quelque sorte le nombre d'enfants au niveau supérieur. Et la première question qu'on nous pose, c'est de montrer que le nombre moyen d'enfants par famille de 4 enfants ou plus vaut 5,5 en 2009. Alors comment on peut faire ça? On peut simplement partir, on a ici les données qui nous donnent le nombre total d'enfants. Donc vous voyez, le nombre total d'enfants est de 13 760,9. Ceci, c'est le nombre total d'enfants. Et bien sûr, on a au-dessus, en 2009, le nombre de familles. Donc vous voyez que vous avez 3 446 000 familles qui a un enfant. Vous avez 2928,1 qui a deux enfants. Et puis enfin, vous avez 981 500 familles qui a trois enfants. Et vous avez ensuite le dernier qui reste, c'est 275 000 familles qui ont 4 enfants ou plus. Donc ici, pour savoir le nombre de familles, la moyenne, la taille moyenne des familles avec 4 enfants, vous voyez que ce qu'il faut, c'est que ce point d'interrogation, ce qu'on recherche, ce soit le nombre tel que ceci est exactement, cette égalité-là soit vérifiée. Donc si vous faites ce calcul-là, vous voyez qu'en prenant, et vous vérifierez, vous pouvez le vérifier, en prenant un nombre qui est de 5,5, vous trouvez le nombre de moyens de familles, le moyen d'enfants dans les familles de plus de 4 habitants, de plus de 4 enfants, excusez-moi, qui est de 5,5. Donc voilà, le premier chiffre. On peut compléter ici, hein. En 2009, les familles nombreuses, celles qui ont plus de 4 enfants, comptent en moyenne 5,50 enfants. Donc 5,50 enfants représentent la famille. Alors évidemment, c'est un nombre ici qui n'est pas un nombre entier, mais représente la famille typique qui aurait plus de 4 enfants. Donc voilà le résultat. Question suivante. On nous demande la médiane du nombre d'enfants par famille pour chacune des dates. Effectuer une interpolation linéaire. Alors, je vais expliquer pourquoi la question effectuer si possible une interpolation linéaire, si nécessaire une interpolation linéaire, ne me semble pas pertinente. On a affaire ici à une variable, d'accord, qui est une variable qui est discrète et qui est discrète et qui est un nombre entier, c'est-à-dire qui n'a pas été rendue discrète, mais qui est discrète par nature. Le nombre d'enfants, comme le nombre de voitures qu'un ménage possède, c'est une variable qui est discrète et qui est nécessairement un nombre entier. Donc il faut en tenir compte dans notre analyse. Qu'est-ce que la médiane? La médiane, c'est la valeur de la variable, donc le nombre d'enfants par famille, qui sépare l'échantillon en deux parties de taille égale. Donc une manière de dire ça, dire que la médiane, c'est la valeur de la variable qui sépare la population totale en deux parties de taille égale,
Une manière simple de trouver la médiane, c'est simplement de procéder de la manière suivante, hein. Vous pouvez classer les familles en ordre de nombre d'enfants. Donc vous allez mettre d'abord les familles avec un enfant, avec deux enfants, avec trois enfants, avec quatre enfants et plus. Et puis vous pouvez les classer par ordre donc d'enfants croissants. Et puis vous pouvez regarder ensuite quelle est la famille qui se trouve exactement au milieu. Et la médiane, ça sera simplement le nombre d'enfants qu'aura cette famille. Donc si vous faites ça ici, vous voyez que vous allez former une queue en quelque sorte, hein. Vous allez, on peut peut-être la représenter de cette manière-là. Je suis en train de l'improviser. Voilà. Donc voilà, ça c'est un axe, c'est l'endroit, c'est la manière où vous allez classer les familles, d'accord. Donc vous allez d'abord classer ici le nombre. Je peux le faire pour, en tout cas, le faire à peu près. Vous pouvez classer, d'abord vous avez les familles avec un enfant. Vous voyez, on va le faire pour 2009, qui représente 45,2% des familles. Dans la queue, ici, dans cette queue, figurent d'abord les familles avec un enfant, d'accord. Et ça représente 45,2%. Ensuite, vous avez les familles avec deux enfants. Alors, je vais essayer de faire en proportion. Vous voyez, en proportion, ça représente 38,4%. Donc ça, c'est les familles avec deux enfants. Donc c'est la suite de la queue. Hein. On les classe effectivement dans l'ordre croissant du nombre d'enfants. Ensuite, vous avez les familles avec trois enfants. Ces familles avec trois enfants représentent 12,9%. Donc c'est là, trois enfants et 12,9%. Et puis, vous avez les familles avec 4 enfants qui sont très minoritaires, très petites, hein, qui sont là, puisqu'ils représentent que 3,6%. Et la médiane, c'est quoi? C'est ceci, tout ceci représente 100% de la population, 100% des familles, d'accord. Et puis, le milieu de ce segment, ce qui coupe le segment en deux, c'est à peu près là, c'est 50%. Et la médiane, c'est simplement le nombre d'enfants qu'ont ces familles quel est le nombre d'enfants de la famille qui se trouve exactement au milieu. Et ce nombre ici, cette médiane, elle est de 2. Donc voilà la manière de faire. Ici, il faut comprendre que la variable est discrète. Donc on va repérer cette médiane en classant ces familles de cette manière-là. Donc il n'y a pas lieu de faire une interpolation linéaire, puisque vous voyez qu'en fait il y a un paquet de familles qui a deux enfants. Donc la médiane, c'est simplement la valeur de la variable qui sépare la population en deux. Donc c'est ici deux enfants. Donc il n'est pas nécessaire de faire une interpolation linéaire. Si vous regardez les choses, vous voyez que cette médiane, elle est de 2 à toutes les dates. Elle est tout le temps de 2, hein, puisque vous voyez, vous avez compris, vous regardez 45,2 et puis vous regardez les suivants et vous voyez que le 50, il est toujours dans les familles de deux enfants. Donc la médiane, elle ne bouge pas, elle se stabilise. Peut-être que une autre manière de voir les choses, ça serait de construire ce qu'on appelle la fonction cumulative ou la fonction de répartition. Hein. C'est une manière un peu équivalente de voir les choses. Et vous voyez que ici, comment construit-on cette fonction de répartition? Simplement, on fait apparaître ici le nombre d'enfants sur l'axe des abscisses. Donc 1, 2, 3, 4, etc. Et éventuellement plus de 4. Et puis ici, ce qu'on va faire apparaître, c'est, donc ça c'est bien les valeurs possibles de la variable. Donc la variable c'est grand X, et les valeurs possibles de grand X c'est petit x. Et la fonction de répartition, c'est simplement la fonction qui nous donne le pourcentage de familles qui disposent d'un nombre d'enfants qui sont caractérisés par un nombre d'enfants qui est précisément inférieur ou égal à petit x. C'est comme ça qu'on définit la fonction de répartition. C'est le pourcentage de familles dont le nombre d'enfants est inférieur à petit x. Donc si on essaye de faire un peu sérieusement les choses, prenez par exemple l'année 2009. Vous voyez que en 2009, ici vous avez le numéro 0. Quel est le pourcentage de familles qui ont moins de un nombre inférieur ou égal à 0 enfants? 0. Un nombre inférieur ou égal à 0,5 enfants, 0. Un nombre inférieur ou égal à 0,89 enfants, 0. Et puis, donc, cette fonction de répartition, si on applique cette définition, vous voyez que sur ce premier segment ici, elle est égale à 0, d'accord? Elle est égale à 0. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous atteignez la valeur 1,
bah, si vous calculez le nombre de familles qui ont un nombre d'enfants inférieur ou égal à 1, et bah, la fonction, elle saute. Elle va sauter. Elle va sauter à combien? Elle va sauter à 45,2%. Et donc 45,2, c'est ici ce pourcentage, c'est la fréquence cumulée, hein, c'est ce qu'on appelle la fréquence cumulée. Vous voyez que vous avez un saut et ça saute à 45,2%. D'accord? Et donc ça, c'est lié au caractère discret de la variable. Ensuite, que va-t-il se passer pour des variables plus fortes? 1,1, 1,2, 1,3 jusqu'à 2. D'accord? On dessine une nouvelle marche d'escalier. Et quand on atteint le point 2, qui est ici, bah, quand on passe à quel est le nombre de familles qui a un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2, bah, il faut additionner 45,2 et 38,4. Et donc ce nombre de familles qui a un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2 est tout simplement égal à 45 plus 38, ça fait du 82,6 si je ne me trompe pas, hein, ça va faire du 82,6. 45 plus 38, ça fait 83 même, 83,6, c'est ici, hein, 83,6%, d'accord? Et c'est ce nombre-là qui apparaît ici comme étant le nombre de familles qui a un nombre d'enfants inférieur ou égal à 2. Et puis on continue à faire le même raisonnement. Vous voyez que si vous essayez encore d'écrire la variable x, vous passez à 2,5 enfants, ça reste stabilité jusqu'à ce que vous atteigniez le point 3. Au point 3, vous avez une nouvelle discontinuité, c'est pour ça que je remplace ici, je mets un petit truc pour dire c'est exclu, c'est 3 exclu. Quand vous arrivez à 3, ça ressaute une dernière fois, pas une dernière fois, une avant-dernière fois, d'accord? Et ça saute à combien? Ça saute à 96, si vous additionnez, 83,6 plus 12,9, ça nous fait du 96,4. 96,4. D'accord? 96,4. Et donc ça saute ici à 96,4. Voilà. Et puis après, on est à 96,4, donc on est ici, jusqu'à ce qu'on atteigne le point 4. Et puis là, au point 4, boum, ça va ressauter jusqu'à atteindre le niveau 100%, qui est le niveau terminal. Donc voilà la fonction de répartition. Et donc ici, comme la variable est continue, est discrète, pardon, est discrète, cette fonction de répartition, elle est discontinue et en marche d'escalier. Donc si vous cherchez maintenant sur ce graphique-là, tracer cette fonction de répartition, c'est très utile, on le verra dans l'exercice suivant, pour précisément déterminer cette médiane. La médiane, c'est quoi? C'est la valeur de la variable qui sépare l'échantillon en deux parties égales. Donc pour la déterminer, il suffit juste de tracer la droite verticale qui correspond à un niveau de 50% et de regarder à combien correspond cette valeur, d'accord, sur ici l'axe des abscisses. Donc, voilà. Donc on a trouvé ici 50%, d'accord, et la médiane, elle est ici. Et vous voyez que la caractéristique de cette distribution, c'est que précisément, on va trouver 2, mais on tombe sur un endroit où c'est discontinu. Ben, en fait, la médiane, elle est bien de 2. Ce résultat-là, on n'a peut-être pas besoin d'introduire toute cette difficulté mathématique pour le trouver. Ce que j'ai dit tout à l'heure est juste. On classe les familles par taille, de la plus petite à la plus grande, et on regarde quelle est la famille qui se situe au milieu dans le classement. Et la famille qui se situe au milieu dans le classement, elle a 2 enfants. Donc la médiane est de 2, et il n'y a donc pas besoin de faire interpolation linéaire, encore une fois, parce que ici, la distribution est discrète. Voilà. Je peux donc passer à la question suivante. Question suivante. Pourquoi la moyenne du nombre d'enfants par famille est-elle ici un meilleur indicateur de position centrale que la médiane? Alors d'abord, on n'a pas calculé, me semble-t-il, en 2009, la moyenne du nombre d'enfants. La moyenne du nombre d'enfants en 2009, on est d'accord. Cette moyenne pour 2009, on peut la noter comme ça, x bar 2009, c'est simplement la division du nombre total d'enfants en 2009, donc 13 760 900, d'accord, c'est ça, divisé par le nombre de familles. Les familles, on a 7631,3. Si vous faites ce calcul, je l'ai fait moi-même pour préparer ce TD, je vais essayer de le retrouver, j'espère que je vais le trouver assez rapidement. Si vous faites vous-même ce calcul, vous constatez que le nombre d'enfants par famille en 2009 est de 1,80, d'accord? Donc ceci vaut 1,80 enfants. Donc voilà la moyenne.
pourquoi la moyenne du nombre d'enfants par famille est-elle ici un meilleur indicateur de position centrale que la médiane? Je répondrai juste de la manière suivante. Vous voyez que la médiane, elle n'a pas évolué. La médiane, depuis 1975, elle vaut tout le temps, je ne sais pas pourquoi ici j'ai un problème technique, elle vaut tout le temps 2, d'accord? Elle vaut tout le temps 2. Elle n'a pas évolué. Donc elle n'a pas évolué. Donc, alors que la taille des familles s'est réduite, la taille moyenne des familles s'est réduite. Donc on peut répondre à ça, on peut dire c'est pas un bon indicateur parce que la médiane n'a pas évolué alors que la taille des familles, elle, s'est réduite. Voilà la réponse que je ferai à cette question. On peut donc passer à la suivante. Alors, question suivante, calculer l'écart type et le coefficient de variation pour 2009. Comment on peut faire pour calculer un écart type? En fait, il y a deux manières de calculer, une seule manière de calculer un écart type. D'abord, l'écart type, c'est la racine de la variance. La variance, c'est quoi? La variance, c'est un indicateur qui rend compte de la disparité autour de la moyenne. Donc, vous avez, pour calculer la variance, en fait, il y a deux manières de faire. Il y a deux manières de calculer la variance. La première, c'est la manière dont on a défini la variance, c'est qu'on va faire une moyenne pondérée par les fréquences, donc les FI, une moyenne pondérée par les fréquences, alors donc s'il y a k valeurs possibles de la variable, du carré de l'écart qui sépare la variable de la moyenne. Ça, c'est la première manière de calculer la variance. Donc, vous voyez que vous connaissez la moyenne. Ici, la moyenne, elle est de 1,80 en 2009. D'accord, je parle de 2009. Donc ça, c'est une première manière de faire. Il y a une autre manière de faire qui est plus simple et qu'on a vu en cours, enfin, et qui est totalement équivalente. C'est qu'on peut montrer aussi que la variance, c'est aussi la différence entre... Alors évidemment, ça peut paraître compliqué quand on le dit comme ça. C'est la différence entre ce qu'on appelle la moyenne quadratique. La moyenne quadratique, c'est quoi? C'est simplement la moyenne du carré de la variable moins le carré de la moyenne. Moins le carré de la moyenne. Donc, deuxième définition complètement équivalente, c'est une propriété algébrique qu'on peut redémontrer si vous le souhaitez, ou de toute façon, c'est aussi une propriété algébrique qu'on a vue en cours, qu'on a démontré en cours. Vous pouvez calculer la variance en faisant la moyenne du carré moins la moyenne au carré. Et vous voyez que, dans bien des cas, cette formule, elle est plus facile à comprendre. C'est pas qu'elle est plus facile à comprendre, c'est qu'elle est plus facile à mettre en œuvre que la famille précédente. Parce que vous voyez que la formule précédente, il faut à chaque fois calculer l'écart et le mettre au carré. Donc c'est un travail de calculer cet écart et de le mettre au carré. Alors que dans cette formule-là, vous vous contentez simplement de calculer la moyenne quadratique, la moyenne du carré de la variable, et puis de enlever la moyenne au carré. Donc comment on peut faire ici ce calcul? Je le fais ici en rouge, vous voyez, je vais le mettre là. V, c'est quoi? V, c'est d'abord, calculons la moyenne quadratique. Donc la moyenne quadratique, c'est quoi? C'est 0,452 multiplié par 1 au carré. Ça, c'est le premier terme, puisqu'il y a 45,2% des familles qui ont un enfant. Mais un enfant, si vous le mettez au carré, ça fait 1 au carré. Plus 0,384, puisqu'il y a 38,4% des familles qui ont 2 enfants, multiplié par 2 au carré. Plus 0,129 multiplié par 3 au carré, c'est-à-dire par 9, plus, alors le dernier terme, pour poser une question, c'est que, vous voyez que le dernier terme, c'est 0,3,6%, alors mention 3,6%, ça fait 0,36, multiplié par quoi? Multiplié par, évidemment, ce qu'on va mettre comme étant symbolique, enfin, symbolisant les familles de 4 enfants ou plus, on ne va pas mettre directement le 4, mais on va plutôt mettre 5,5 au carré, puisque 5,5, c'est la moyenne des familles qui ont plus de 4 enfants. Donc c'est comme si elles avaient toutes en fait 5,5 enfants, ce qui ne signifie pas grand chose, mais qui est le calcul qu'on avait fait précédemment. Donc voilà, là ce qu'on vient de calculer, c'est exactement ce qu'on appelle la moyenne quadratique. Et puis ensuite, on peut retirer le carré de la moyenne. La moyenne, on l'a calculée dans le slide précédent, dans la diapositive précédente, vous la mettez au carré. Et en faisant ce calcul, vous déterminez cette variance. Donc j'ai fait ce calcul, donc après faites-le comme moi je l'ai fait, et vous voyez que vous arrivez à une variance qui vaut 0,998, c'est-à-dire presque 1. Voilà cette variance. Donc cette variance, c'est quoi? C'est la moyenne du carré des écarts
qui sépare les familles de la moyenne de 1,80. D'accord? C'est ça. C'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. Et donc ça vaut 1. Ça vaut 1. Quelque chose qui paraît aussi important et qui apparaît très bien dans la formule que je mis là, dans cette formule-là, c'est que vous voyez que la variance, elle est exprimée. La variance, c'est une moyenne quadratique moins un carré de la moyenne. Et donc elle est exprimée en fait en unité au carré. En unité au carré. Alors évidemment, ici, ici ça se voit pas parce que comme la variance vaut 1, elle vaut 1 tout simplement, 1 et sa propre racine et son propre carré. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit ici, mais on le voit apparaître dans cette formule. Dans cette formule-là, vous voyez que la variance, elle correspond à une moyenne, mais faite sur le carré de la variable, et auquel on défalque le carré de la moyenne. Et c'est pour ça qu'on calcule un écart-type. L'écart-type, c'est quoi? L'écart-type, pour enlever cette influence du carré, on va simplement prendre la racine de la variance. Et ici, comme l'écart-type, la variance est elle-même preuve de 1, vous voyez que l'écart-type lui-même, il est preuve de 1. Et cette fois, on a une mesure qui est mesurée en termes de niveau de la variable, et non pas du carré de cette variable. On y reviendra sur la question, cette question-là de l'exercice suivant sur les taxis. Voilà. Alors, dernier élément ici pour terminer cette question. Le coefficient de la variation, c'est quoi? Ce qu'on appelle ici le coefficient de variation, c'est simplement une mesure relative de la disparité. Vous voyez que si vous regardez les données telles qu'elles apparaissent au-dessus, vous voyez que la taille des familles s'est réduite, et en même temps, la variance autour de cette taille aussi, ou l'écart-type, s'est également réduit. Mais ce qui compte pour réfléchir à la disparité, c'est d'avoir une mesure relative de la disparité. C'est-à-dire de mesurer la disparité, et c'est ça que va faire le coefficient de variation, en termes de niveau de la variable, en termes de niveau relatif de la variable, et donc de faire le ratio entre l'écart-type et la moyenne. Donc si vous faites ce calcul, ici, vous trouvez l'écart-type en 2009, ça c'est le coefficient de variation 2009, l'écart-type vaut 1 en 2009, et la moyenne vaut 1,80. Vous pouvez faire ce calcul, vous allez trouver un certain nombre, et vous allez trouver comme nombre 0,555. Donc si vous voyez les choses, si vous regardez ici par rapport à ce qui se passe aux années 1975 et 1990, ce que vous constatez, c'est que cet écart-type, ce coefficient de variation, il baisse. Donc il y a bien une réduction de la taille moyenne des familles. Donc ça, c'est bien le fait que la moyenne baisse, elle est passée de 2,07 à 1,80. La disparité entre familles, la dispersion entre familles, a diminué, d'accord. Mais vous voyez que le coefficient de variation s'est réduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la disparité relative, elle, est moins forte. La disparité relative est moins forte. Relative à quoi? Relative à la moyenne de la variable. Donc la taille des familles s'est réduite et la dispersion des familles autour de la moyenne s'est aussi réduite, même en tenant compte de la réduction de la taille des familles. D'accord. Donc c'est ça le coefficient de variation. Donc on a commenté ces évolutions, donc on a répondu à cette question. Voilà, donc les choses ont été faites assez rapidement. Alors c'est vrai que quand on corrige dans le bureau, ça va évidemment peut-être plus vite que lorsque on le fait en cours. J'ai peut-être un débit qui est plus rapide, et voilà, donc je réponds moins à des questions aussi. Alors peut-être que il y a une démonstration sur laquelle je voudrais revenir parce qu'elle me semble importante. C'est la fameuse démonstration sur justement la définition de la variable, la variance. On a défini comment la variance? On a défini comme étant la somme des fi moins x bar, d'accord, où i est la fréquence, donc mesurée en pourcentage, et xi moins x bar, c'est l'écart qui sépare la variable de sa moyenne, xi moins x bar au carré. Donc c'est comme ça qu'on a défini la variance. Et puis, bien sûr, x bar, par définition, c'est aussi comme ça qu'on a défini la moyenne, c'est la somme des fi de i égale 1 à k des fi xi. Vous voyez que je peux, pour démontrer ma formule, je peux effectuer un développement limité de xi moins x bar au carré. Ce que je fais là, vous voyez, somme de fi multiplié par quoi?
par xi au carré, plus x bar au carré, moins 2 fois xi, x bar. Voilà, je continue à faire mon calcul. Et là, ensuite, bah, cette sommation-somme, je peux distribuer la sommation. Je vois que j'ai un premier terme qui est la somme des fi xi au carré, de i égale 1 à k, d'accord, c'est celui qui est fait avec ce premier terme-là. Ensuite, je vois que j'ai un autre terme qui est de somme des i égale 1 à k des fi multiplié par x bar au carré, mais comme x bar ne dépend pas de i, x bar c'est un nombre. Donc en fait, le x bar au carré qui apparaît devant, x bar au carré, pardon, c'est un nombre, je peux le mettre devant, d'accord, je peux le factoriser en quelque sorte devant la somme de i égale 1 à k des fi, d'accord. Enfin, j'ai ce dernier terme, moins 2 fois, et là c'est la même chose, le x bar qui apparaît ici, ce x bar qui est là, je peux aussi le factoriser devant. Donc ce qui va rester c'est moins 2x bar multiplié par la somme de i égale 1 à k des fi fois xi. On a presque terminé la démonstration parce que vous voyez que ceci c'est bien égal, le premier terme c'est ce que j'ai appelé la moyenne quadratique, donc on l'a déjà caractérisé, c'est celui-là, c'est ce terme-là, hein. D'accord. Et vous voyez que pour le deuxième terme, évidemment, par définition, la somme de i égale 1 à k des fi est égale à 1. C'est comme ça qu'on définit les fréquences. D'accord. C'est une propriété mathématique des fréquences. Et donc ce deuxième terme, il est égal à x bar, puisque x bar au carré, puisque la somme de i égale 1 à k des fi est égale à 1. Et puis le dernier terme, vous voyez que dans ce dernier terme, ce terme-là, c'est exactement égal à x bar. Donc le dernier terme, il est aussi égal à moins 2x bar au carré. Donc vous voyez que finalement ce que vous trouvez, et c'est ce que je cherchais à montrer comme formule, c'est que la moyenne du carré des écarts, c'est aussi l'écart entre la moyenne quadratique, somme des fi xi carré, moins le carré de la moyenne. D'accord. Et donc c'est ce que je cherchais à démontrer. Et donc je peux effectivement utiliser cette formule qui est souvent plus pratique pour déterminer exactement la variance en question. Voilà. Donc j'ai terminé avec cet exercice 1. J'ai terminé avec cet exercice 1. Donc on repart maintenant sur l'exercice 3, qui nous parle d'une compagnie de taxi qui a collecté des données sur des distances hebdomadaires parcourues par ses véhicules. 4 ont parcouru entre 300 et 400 km, 12 entre 400 et 600, 8 entre 600 et 700, 4 entre 700 et 900, et 2 entre 900 et 1000. D'abord, effectivement, et c'est la première question, quelle est la variable étudiée? La variable étudiée, c'est le xi, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie le nombre de kilomètres parcourus par chacun des taxis. Donc, la variable étudiée, c'est bien le nombre de kilomètres, et ensuite, on va comptabiliser le nombre de taxis dans la compagnie en question. Donc, c'est bien le nombre de kilomètres qui est la variable. Deuxième élément, cette variable, bien sûr, elle est qualitative, il s'agit d'un nombre, d'accord. Et puis, donc elle n'est pas quantitative. Et puis, est-elle discrète ou continue? Alors, bien sûr, le nombre de kilomètres, c'est pas comme le nombre d'enfants. C'est une variable qui est continue parce que la distance peut prendre une valeur continue. Maintenant, il y a la question de la précision dans laquelle vous notez la variable. Est-ce que vous la notez à la centaine de mètres, au millimètre près, au mètre près, etc. Mais cette variable, fondamentalement, elle est continue. Donc, elle est continue ici et on l'a regroupée en classes de valeurs. Donc, elle n'est pas discrète. Elle est continue, mais elle est regroupée en classes de valeurs. Et c'est bien souvent comme ça qu'on traite les variables continues. On les regroupe en classes de valeurs. Et donc elle est faussement discrète. Elle pourrait apparaître comme étant discrète parce que finalement on a ces classes qui sont nombre fini. Mais fondamentalement, le phénomène qui est derrière est bien un phénomène continu, c'est le nombre de kilomètres. Il y a des taxis qui ont fait 401,2 km, donc qui ont fait 398,9. Voilà donc comment il faut répondre à cette question. Présenter des données collectées dans un tableau. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement. C'est ce que j'ai fait ici dans ce dessin. D'accord. Donc je le mets ici. On a les effectifs. Donc vous voyez, d'abord, quand on présente des classes, il y a quelque chose qu'on doit définir, c'est qu'on ne peut pas être dans deux classes à la fois. Donc en fait, ici, quand je présente les classes, j'ai défini la classe comme étant compris entre 300 et 400 km, d'accord. Et comme 400 km ici, je vais ouvrir l'intervalle parce que je veux exclure la valeur 400. Dans la réalité, aucun taxi n'aura fait exactement 400,000 km. Évidemment, ça n'a pas de sens, mais comme je ne veux pas qu'il puisse y avoir d'ambiguïté, je définis bien les classes de manière à ce que ce soit
entre 300 et 400, d'accord, et que si un taxi a fait 400 km, bah, il tombe dans la classe suivante. Donc, comme étant un fermé à gauche et un ouvert à droite. Donc, je peux recenser ensuite le nombre de taxis. Donc, 4 ont parcouru entre 300 et 400 km, 12 entre 400 et 600, 8 entre 600 et 700, 4 entre 700 et 900, et 2 entre 900 et 1000. Donc c'est toujours intéressant aussi de comptabiliser, de bien avoir le nombre total. Hein. On est d'accord que le nombre total, c'est le fait qu'il y a ici 30 taxis. Il y a ici 30 taxis. Ah, je me suis trompé parce que j'ai mis ça dans le centre de la classe. Évidemment qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Donc ça c'est très moche. Donc ce que je vais faire, c'est que j'efface ce que je viens d'écrire et je vais réécrire en dessous, puisque j'ai la magie de cette tablette qui me permet de le faire. Donc on a dit 4, 12, 8, 4 et 2, d'accord, ce qui fait 30 taxis. Ensuite, on nous demande la fréquence. Voilà, c'est la deuxième caractéristique, on a 30. Donc évidemment, pour faire la fréquence, il faut rapporter le nombre d'individus dans la classe à la population totale. Donc ici, c'est 4 trentièmes. Donc 4 trentièmes, ça fait combien? Ça fait 4 trentièmes, ça fait 4 divisé par 3, ça fait, si je ne me trompe pas, ça fait bien 16,66. 4 divisé par 3, ça fait bien 4 divisé par 3, ça fait bien 4 tiers. Non, ça fait, non, pardon, ça fait pas 16, ça fait 13, excusez-moi, 13,33 ici, d'accord. Donc ça fait 13,33, c'est-à-dire 4 tiers. 13,33. Ici, il y en a 12, donc c'est 12 trentièmes. 12 trentièmes, ça fait 40%. 12 trentièmes. 12 trentièmes, pardon. Donc ça fait bien 40%. Ici, c'est 8 trentièmes. Donc 8 trentièmes, ça fait 26,66%. 4 trentièmes, 13,33, on l'a déjà rencontré. D'accord. Et puis ici, je vais mettre 2 trentièmes, et 2 trentièmes, c'est 6,66 ou 6,67. Vous voyez que, évidemment, il faut que la somme des fréquences soit égale à 100%. C'est pour ça que je mets 6,67, pour être bien sûr que ça somme, au bon niveau, c'est-à-dire 100%. Bon, après, que ce soit 6,67 ou 6,66, c'est pas très, très intéressant. Donc j'ai présenté ces données dans un tableau en indiquant les fréquences ici. Et puis voilà. Alors il y a un autre élément aussi qui est important, c'est que vous voyez que les classes ici, elles n'ont pas la même amplitude. Cette classe a une amplitude de 100. L'amplitude, c'est simplement la borne inférieure de la classe moins la borne supérieure. Une borne supérieure moins borne inférieure. Ici, cette classe, elle est plus large. Vous voyez, elle a 200. Ici, elle a 100. Ici, elle a encore 200. Et ici, elle a 100. Donc, on est dans le cas où nos classes ont des amplitudes qui sont différentes. Ce qui sera important lorsqu'on va chercher à caractériser l'histogramme de la distribution, qu'on va chercher son mode notamment, et évidemment il faudra en tenir compte. Autre élément aussi qui peut être utile, c'est finalement, comme la classe, on ne sait pas très, très bien ce que c'est, on aimerait bien la résumer à un nombre. Et une manière de résumer ça à un nombre, c'est de prendre le centre de la classe. Donc, le centre de l'intervalle 400-600, c'est 500. Le centre de l'intervalle 600-700, c'est 650. Le centre de l'intervalle 700-900, c'est 800. Le centre de l'intervalle 900-1000, c'est 950. Et évidemment, ici, ça n'a pas de sens de calculer un centre. Pourquoi mettre le centre de la classe? Parce que ce qu'on voudrait, c'est que le centre de la classe représente en quelque sorte la classe, soit une espèce de moyenne de ce qu'on a dans la classe. Et pour dire que c'est une moyenne, en termes mathématiques, ce qu'il faut, c'est penser qu'à l'intérieur d'une classe, les taxis qui sont dans cette classe sont répartis de manière uniforme à l'intérieur de la classe, de manière à ce que la moyenne soit le centre de cette classe en question. Donc, donner du poids, ou expliquer que finalement le centre de la classe 350 est représentatif de la classe elle-même, c'est en fait supposer l'uniformité de la distribution des taxis, du nombre de taxis, de la distribution des taxis, à l'intérieur de chacune des classes, de manière à ce que 350 représente la classe 300-400 et que donc il y ait autant de taxis qui soient au-dessus de 350 qu'au-dessus, et que si on fait la moyenne parmi ces taxis, on trouve 350. Donc c'est bien cette hypothèse d'uniformité, et cette hypothèse elle a un sens, elle a notamment un sens lorsque cette hypothèse d'uniformité, elle a un sens parce que la variable est discrète et continue, elle est continue. Vous voyez que, évidemment,
Pour les enfants, on ne pouvait pas faire ce type d'hypothèse. Donc pour une variable discrète, ça n'a pas de sens de faire ça. Ici, ça a un sens parce que la variable est continue. Ça me semble important de le dire. Donc, voilà. Donc, je peux passer à ma question suivante. J'ai repris toutes mes données et j'ai redit les choses de manière à ce que ça somme à 100, etc. Alors ici, c'est 26,67. Donc l'important, c'est que ça somme à 100%. On a le centre de la classe, etc. Calculer la moyenne, la médiane et le mode en précisant pour chaque caractéristique l'unité dans laquelle s'exprime. Donc précisément, comment va-t-on faire pour calculer la moyenne, que j'appelle ici x bar? On va simplement appliquer ma formule. La somme des FI XI. Le problème, c'est que XI, on ne sait pas très bien ce que c'est, et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire cette hypothèse d'uniformité, on va dire que chacune des classes est représentée par son centre. Donc, comment va-t-on mener ce calcul? On va prendre la première fréquence, 0,133, d'accord, et on va le multiplier par le centre de cette classe. Et le centre de cette classe, c'est 350, plus 0,2667, et on va multiplier par quoi? On va multiplier par le centre de cette classe, 650, plus 0,133, 13,3, multiplié par quoi? Multiplié par 800, plus, et enfin le dernier élément, c'est 0,06667, multiplié par 950. Donc, pour calculer la moyenne, on a effectué cette hypothèse d'uniformité en fait à l'intérieur de la classe. On a pris le centre de la classe comme étant représentatif de la classe elle-même, du nombre moyen en fait à l'intérieur de la classe, et on trouve ce résultat-là pour calculer la moyenne en question. Donc la moyenne ici, on l'a obtenue. J'espère que vous l'avez trouvé comme moi et que donc vous avez trouvé 590. Alors 590, c'est aussi, et ça me semble important de le dire également, c'est 590 km en moyenne par taxi. Donc si vous faites 590, qui est la moyenne, multiplié par le nombre de taxis, vous avez le nombre total de kilométrage qui est fait par cette compagnie de taxi. Et si vous calculez ce kilométrage, donc 590 fois 30, 590 km et il y a 30 taxis, ça nous donne en fait, c'est égal à 17 700, ça nous donne aussi le nombre de kilomètres qui a été parcouru au total par la compagnie de taxi. C'est un élément qui nous sera utile par la suite. 17 700 km parcourus par les taxis ici de l'entreprise. Donc voilà la moyenne. On nous demande ensuite de calculer la médiane. Alors pour calculer la médiane, il faut faire quoi pour calculer la médiane? Pour calculer la médiane, il faut chercher ici le kilométrage de taxi qui sépare la population des taxis en deux parties égales. Et deux parties égales, en l'occurrence ici, ça serait 15, puisqu'il y a 30 taxis. Donc pour ce faire, il faut cumuler les fréquences. On peut chercher la fréquence cumulée. Chercher la fréquence cumulée, c'est chercher ma fameuse fonction de répartition dont j'ai parlé tout à l'heure, f de x. Donc 13,33 d'abord, ensuite on va cumuler les fréquences, 53,33%, d'accord, ensuite évidemment 80%, enfin 93,33%, et puis bien sûr le dernier chiffre c'est 100%. Donc c'est quoi cette quantité? Cette fréquence cumulée, c'est simplement à chaque fois dire quel est le nombre de taxis qui a parcouru, la proportion de taxis qui a parcouru un kilométrage, par exemple ici, inférieur, strictement, ou inférieur ou égal, puisqu'il y a tout le temps cette question de l'ouvert ou du fermé. Bon, c'est pas très important, c'est juste une approximation. Inférieur ou égal à 600 km, et c'est 53,33. Alors, s'agissant d'une... Alors, évidemment, quand on calcule la médiane, la première chose à faire, c'est de repérer en fait ce qu'on appelle l'intervalle médian. Et vous voyez que l'intervalle médian, c'est entre 400 et 600 km, puisque si vous classez aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les familles avec les enfants, les taxis par nombre de kilomètres parcourus, vous voyez que vous avez une classe là, et que le taxi qui est au milieu, donc le 15e taxi, se situe dans cette classe 400-600. Donc l'intervalle médian, il est là. Donc ça c'est bien l'intervalle médian. Alors ici ce qui est intéressant, c'est que comme il s'agit d'une variable qui est continue, comme il s'agit ici d'une variable continue,
Et ben, je peux peut-être en dire un peu plus parce que en fait, c'est pas comme le nombre d'enfants. À l'intérieur de cet intervalle 400-600, il y a des taxis qui ont parcouru 405 km, il y en a d'autres qui en ont parcouru 580. Et donc, comme vous voyez que si on cherche à classer les taxis, on aura peut-être davantage d'informations en connaissant exactement le nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru. Et donc, le 15e taxi, il se trouve plus à la fin de l'intervalle qu'au début de l'intervalle. Donc je sais que la médiane appartient à l'intervalle médian, mais ce que j'ai envie de dire, c'est en dire un peu plus. Et pour faire ça, il faut que je fasse cette fois une interpolation linéaire. Donc c'est quoi faire une interpolation linéaire? Bah, je vais juste représenter les choses. En fait, je peux représenter ici la fonction de répartition. Alors j'essaye de représenter la fonction de répartition. Vous voyez, je vais faire ici cette représentation. Donc voilà, ça ce sont mes deux axes. Et ce que je sais, c'est que ça c'est les kilomètres parcourus, c'est la variable que j'ai étudiée en kilomètres. Ce que je sais, c'est je vais représenter non pas la fonction de répartition entière, mais juste un morceau de cette fonction de répartition. Et vous voyez que justement, ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe entre 400 et 600. À 400 km, vous voyez que j'ai 13,33% des taxis qui ont parcouru un kilométrage inférieur ou égal à 400. Donc ici, c'est 13,33% et c'est le premier point de ma fonction de répartition. C'est ce point-là qui est le point que j'appelle le point A. Et puis, si je représente l'autre point, qui est le point B, qui correspond à 600, je sais que si je prolonge jusqu'à B, eh ben, j'obtiens que 53,33% des taxis ont parcouru un kilométrage qui est inférieur ou égal à 600. Et ça, c'est mon point B. Et puis, si je fais effectivement cette hypothèse de représentation uniforme, de distribution uniforme des taxis sur cet intervalle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a, sur cet intervalle, les taxis se répartissent de manière uniforme. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils se répartissent de manière uniforme? Ça signifie que sur cet intervalle, eh ben, la répartition des taxis est proportionnelle à la longueur de l'intervalle. Donc si on a 12 taxis, en l'occurrence sur cet intervalle, ces 12 taxis, ils sont représentés ici, ils sont tous alignés sur une droite qui va rejoindre la droite A à la droite B, d'accord? Et ils sont tels que, ils vont être aussi tels que, ils sont tous alignés. C'est pas qu'ils sont tous alignés, c'est qu'ils vont tous se situer, effectivement, si on les cumule, ils vont tous se situer là, d'accord? Et ils sont tels que la moyenne de ce kilométrage est exactement égale au centre de la classe, c'est-à-dire à 500. C'est exactement égal à la moyenne de la classe, c'est-à-dire à 500. Donc 500 ici, c'est la moyenne de ces taxis qui ont parcouru entre 400 et 600 km. Voilà. Donc c'est 500 et c'est ici. Donc ça, c'est le premier point à donner. C'est quoi la médiane? La médiane, il y a un trait qui est apparu ici, je ne sais pas trop pourquoi. La médiane, c'est simplement repérer à partir de 50%, c'est repérer à partir de 50% ici, quel est le kilométrage parcouru par le taxi qui sépare la population totale en deux. Et donc, la population totale, ça correspond à 50%, d'accord? La médiane, c'est juste ce point-là. Vous repérez ici à partir de 50%. Vous repérez ça sur la fonction de répartition. Le point médian, il est ici. J'appelle ça le point M. Et puis, la médiane, elle est simplement obtenue en reportant sur l'axe des ordonnées cette intersection. Donc vous voyez que la caractéristique de la médiane, c'est que les points A et B, ici, ils sont alignés. Qu'est-ce que c'est que la pente de AB? La pente de la droite AB. La pente de AB, c'est quoi? C'est exactement lorsqu'on passe de 400 à 600 km. Donc c'est quoi une pente? Le pourcentage, il passe de 13,33 à 53,33%. Donc la pente de AB, c'est 53,33% moins 13,33%, divisé par quoi? Divisé par 600 moins 400.
Et donc c'est exactement égal à quoi? C'est exactement égal à 40% divisé par 200%. Et si vous faites ce calcul, 40% divisé par 200 km, pas divisé par 40%. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver exactement, c'est égal à 0,2%. Comment ça s'interprète, cette pente de AB? C'est ce qu'on appelle la densité de fréquence. La densité de fréquence, c'est la pente de AB. Qu'est-ce que c'est que cette densité de fréquence? Vous voyez que quand on passe de 400 à 600 km, il y a 200 d'écart, et ça augmente la proportion de 40%, 200 fois 0,2. Donc quand vous passez de 400 à 410, ça va l'augmenter de 10 multiplié par 0,2, 2%. Et c'est ça cette idée d'uniformité. C'est si vous montez de 100, d'accord, de 100, vous passez de 400 à 500, ça va l'augmenter de combien? Ça va l'augmenter de 20%, qui est exactement le milieu de 40%. Donc c'est bien ça, cette densité de fréquence. Et ce que l'on voit sur ce dessin, et c'est ça l'idée de l'interpolation linéaire, ou de l'approximation linéaire, c'est que la pente de la droite AB doit être exactement égale à la pente de la droite AM. Donc, pente de AB égale la pente de AB, de la droite AB, doit être exactement égale à la pente de la droite AM. D'accord? Donc, la pente de AM, c'est quoi? La pente de AM, c'est bien l'écart, la pente de la droite AM, c'est quoi? Vous voyez que c'est simplement la manière dont l'ordonnée augmente lorsqu'on passe de 50% à 13,3%, ou plutôt l'inverse, quand on passe de 13,33% à 50%, ça augmente de cette quantité-là, rapporté évidemment à la différence entre ME, qui correspond au point 50, et 400, qui correspond au point 13,33. Donc dire que la pente de AB est égale à la pente de AM, la pente de AM c'est cette quantité-là, c'est bien ça, c'est la manière dont ça augmente en passant de 13,33% sur la manière dont ça augmente de passant de 400 à ME, et ça doit être égal à 0,2%. Ça doit être égal à 0,2% très exactement. Donc au total, vous voyez que de ceci, on tire que ME moins 400, ME moins 400, vous faites passer de l'autre côté, c'est exactement égal à 50 moins 13,33, c'est-à-dire 36,67%, divisé par 0,2%. Et si vous divisez 33,66 par 0,2, vous pouvez faire comme moi ce calcul. Vous trouverez, je ne sais pas combien on trouve, si on trouve 183,25. On trouve 183,25. Donc ME, c'est égal à combien finalement? C'est égal à ME moins 400, c'est égal à 183,25. Et donc ME, c'est égal à 583,25. Voilà le résultat que l'on cherchait. Alors, peut-être que pour ceux qui ont un petit peu de mal avec les équations de droite et les pentes, je vous fais juste un petit rappel de ce qu'on appelle la pente d'une droite. Pente, c'est quoi la pente d'une droite AB? D'accord? Comment on définit la pente de AB? La pente de AB, c'est juste, vous placez dans le repère euclidien, donc voilà, ça c'est l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, voilà. Vous avez un point A qui est ici, et un point B qui est là, d'accord? Vous tracez une droite qui va de A à B, ou un segment, enfin voilà, vous tracez quelque chose qui est la droite AB, voilà, ça c'est la droite AB, alors éventuellement je peux la prolonger ici pour que on comprenne bien que ce soit une droite qui passe par le point A et par le point B. Vous complétez en mettant les coordonnées, évidemment ici c'est l'axe des abscisses, et ici c'est l'axe des ordonnées. Complétez en mettant l'axe de la coordonnée du point A, l'abscisse du point A, l'abscisse du point B, donc XA, XB. Ici vous avez les ordonnées YB, YA, YB, YA. Et la pente c'est quoi? La pente de AB, c'est juste la manière dont Y augmente lorsque X augmente. Donc Y va passer de
YA, YB, donc voilà, hein, il augmente de ça, divisé par la manière dont X augmente. La manière dont X augmente, c'est XB moins XA. Donc c'est exactement égal à ça la pente. C'est égal à delta Y sur delta X. Donc il s'agit juste de rapporter deux choses. Vous voyez que delta Y, c'est cette quantité-là. Delta X, c'est cette quantité-là. Ok. Donc ça, c'est delta X. Ça, c'est delta Y. Et la pente, c'est le rapport entre delta Y et delta X. Donc d'où les résultats que j'ai mis précédemment pour calculer notre médiane en question. Par une approximation linéaire, et comme vous voyez que finalement 50 n'est pas très éloigné de 53,33, bah, il n'est pas étonnant que la médiane soit plus proche de 600 que de 400, et c'est pour ça qu'on trouve une médiane à 583,25. Donc voilà. Donc je continue mes questions. Donc on a vu ça. Rappel équation de droite. Donc ça a été fait. Dernier élément, il nous reste à calculer le mode. Alors comment calculer le mode? Le mode, c'est la fréquence dominante, la modalité qu'on rencontre le plus souvent. Ici, vous voyez, la difficulté, c'est qu'en fait, nos classes ont une amplitude différente. Et donc, quand on va faire l'histogramme de la distribution, il faut faire attention, il faut bien tenir compte du fait que ces classes n'ont pas toutes la même base. Alors effectivement, la première classe, vous voyez, elle a une amplitude de 100, la deuxième a une amplitude 2 fois plus grande, la troisième une amplitude de 100, et la troisième une amplitude de 200. Et donc au total, il nous faut rectifier les fréquences, parce que vous voyez que, évidemment, il est logique qu'il y ait le plus de monde dans la classe 400-600, parce que cette classe est plus large. Alors, dans quelle mesure, effectivement, pourquoi elle est plus... Enfin, dans quelle mesure cette plus grande largeur explique le fait qu'il y a plus de nombre, bah c'est bien faire ça, de faire une fréquence rectifiée. Donc ce qu'on peut le faire ici, c'est assez simplement, c'est dire, voilà, on va le rectifier de manière à ce que la classe 400-600, on l'écarte entre deux, en fait. On la répartisse entre deux. Donc évidemment, quand on la répartit entre deux, ça veut dire que les 40% qui sont la classe 400-600, on va faire comme si la moitié d'entre eux étaient dans la classe 400-500 et l'autre moitié était dans la classe 500-600. Au passage, c'est important de comprendre que lorsqu'on fait cette hypothèse-là et qu'on considère que les 40% se répartissent dans les deux de manière égale, et ben on fait encore une fois cette hypothèse d'uniformité de la distribution. Donc elle est importante à effectuer cette hypothèse, et c'est bien sous cette hypothèse qu'on peut faire cette analyse. Bon, ici il n'y a pas de problème puisque dans cette classe-là, elle est de même amplitude que la première. Celle-là, il faut aussi la diviser en deux, puisque vous voyez qu'elle se répartit en deux morceaux, hein, un 700-800 et puis un autre 800-900. Donc là aussi, les 13,33, il faut les répartir en deux. On les répartit en 6,66 et 6,67%, voilà. Ou 6,66 et 6,67, c'est pas très important. Et dernière, c'est aussi 6,67. Donc, ce qui apparaît dans ce calcul, du coup, et là on le voit, c'est quoi le mode? C'est l'intervalle, donc en ayant rectifié les fréquences, qui est le plus fréquent. Et l'intervalle le plus fréquent, bah, c'est celui-ci, d'accord? Donc c'est celui-ci. Donc c'est l'intervalle 600-700. Et donc, on ne va pas appeler ça le mode. Moi, je vais plutôt appeler ça l'intervalle modal. Il n'y a pas lieu de choisir. On va appeler ça un intervalle modal. C'est l'intervalle modal. Ici, c'est l'intervalle 600-700. Alors, peut-être qu'on aimerait bien donner la valeur du mode, mais la valeur du mode, elle n'a pas d'intérêt en soi. Cette valeur du mode, elle n'a pas d'intérêt en soi. Pourquoi elle n'a pas d'intérêt en soi? Parce que, en fait, à l'intérieur de cet intervalle, c'est quoi la fréquence qui est la plus fréquente? Évidemment, ça n'a pas de sens. C'est une question presque de hasard à l'intérieur du mode. Je vous rappelle, je vous avais déjà montré ça, me semble-t-il, dans le cours, c'est que, typiquement, pour comprendre cette logique, définir le mode, ça pose un problème. C'est pour ça qu'il vaut mieux chercher ici l'intervalle modal. Une variable qu'on avait tenté d'étudier, me semble-t-il, c'était, enfin, je ne sais pas, me semble-t-il, que j'avais vu, en tout cas avec mes étudiants de la division 3, c'était quel était le mode de la distribution des notes de l'interrogation écrite numéro 1. Et si vous regardez, ce mode, il est ici, d'accord, sur ce fichier Excel. C'est 30 étudiants ont obtenu la note de 18,5 sur 20. Est-ce que ça nous renseigne d'une manière ou d'une autre sur la distribution? Bah non, parce que vous voyez bien qu'il y a des pics, d'accord, mais que ces pics, en soi, ils n'ont pas de signification. C'est le hasard qui fait que c'est 18,5. Il y a des gens qui ont 18,75, vous voyez, ils ne sont pas nombreux. Puis donc,
on ne peut pas dire que le mode est de 18 et que ça a un intérêt. Pourtant, si on doit poser la question où est le mode, et ben, la réponse est 18,5. Donc on voit bien que ça pose un problème. Dans le dessin qui est en dessous, on a fait quelque chose d'un peu différent, c'est que euh, on, a, euh, on a rassemblé, j'utilise un nouveau truc, c'est que là on a rassemblé les choses, mais avec des pas de 1 point. On les a rassemblés avec des pas de 1 point. Et donc, quand on rassemble avec des pas de 1 point, et bah, du coup, on rassemble les données, donc c'est plus exhaustif. Mais vous voyez que cette fois, le mode, le mode, il serait là. Le mode, il serait là. Et là, ça peut être une signification de dire ça. Peut-être que, effectivement, le mode, non, ça ne fonctionne pas ce que je veux faire là. Bon, c'est pas très grave, ça fonctionne pas. Euh, le mode serait là. Le mode il serait là, il serait dans la classe 10-11. Et là, c'est une signification de dire ça parce que finalement, c'est plus raisonnable que de dire il y a eu 30 étudiants qui ont 18,5 parce qu'on a regroupé par classe. Et effectivement, si on regarde les étudiants qui ont entre 18 et 19, bref, ils sont certainement assez nombreux, mais c'est pas là la fréquence dominante. La plupart des étudiants entre 10 et 11. Donc, ça, c'est juste pour montrer que la question du mode en lui-même dépend de la manière dont on définit la variable et dont on découpe l'espace en fait en quelque sorte, hein, et donc du choix d'échantillonnage qu'on a, du choix de découpage de l'espace qu'on a. Donc évidemment ça c'est une limite importante à la notion de mode. Alors je sais pas pourquoi, voilà. Je le remets là et je reviens sur ce que je voulais faire, c'est-à-dire sur ça, hein. D'accord. Donc l'intervalle modal est 600-700 et je dirais pas plus. Bon. Dans tous les cas, tout ça, ça s'exprime évidemment en kilomètres, puisque je n'ai pas dit dans quelle unité c'était exprimé. Je passe à la question suivante. Déterminer les quartiles, quelle est leur unité? C'est quoi les quartiles? Les quartiles, c'est les valeurs de la variable telles que le quart de la population, 25% de la population, soit en dessous de cette valeur. Donc le quartile d'ordre 1, ça correspond en fait à 25%. Le quartile d'ordre 2, c'est le quartile qui correspond en fait que deux quartiles, deux quarts, c'est égal à 2 fois 25, c'est égal à 50%. Donc c'est 50% de la population qui est en dessous de la valeur. Et puis le quartile 3, c'est 75%, donc il est tel qu'il y a 75% des individus qui sont en dessous de cette valeur. Ou encore 25% qui sont au-dessus, puisque c'est la même chose. Donc déjà, première chose à dire, c'est que le quartile d'ordre 2, c'est simplement la médiane. Donc on a déjà calculé la médiane. On a trouvé que la médiane était de, me semble-t-il, 583,35. Alors, si maintenant on regarde le quartile d'ordre 1, ben, vous voyez qu'il faut qu'on regarde la fonction de fréquence cumulée. Il faut qu'on regarde la fonction de fréquence cumulée et regarder finalement où se situe 25%. Ben, vous voyez que le 25%, le quartile d'ordre 1, il est aussi dans l'intervalle 400-600. Mais évidemment, il ne sera pas comme le quartile d'ordre 2 à 583, il est bien au début, d'accord? Puisque si vous classez les taxis, vous allez regarder où se situe celui qui est au quart de la population. Donc il est dans l'intervalle, dans ces intervalles-là. Donc ça, il appartient à ces intervalles-là. Et puis le quartile d'ordre 3, il appartient, lui, à l'intervalle suivant, il appartient à l'intervalle 600-700, d'accord? Puisque on a 83 et donc il est dans cet intervalle-là. Donc voilà comment on doit repérer ces quartiles. Alors, pour repérer les quartiles, on peut aussi faire une approximation linéaire. Donc je refais l'approximation linéaire toujours en ayant ce même principe. Qu'est-ce que je vais faire pour repérer le quartile d'ordre 1? Je représente les choses, voilà. Je représente les choses dans le plan ici, donc ça c'est un repère. Je coupe les axes pour dire voilà ce que je présentais c'est juste 2 points. Ce que je vois c'est que ici le quartile d'ordre 1 il est entre 400 et 600. À 400 c'est ici, d'accord, ça correspond à 13,33%. 13,33%. Et puis 600, c'est au bout, c'est ici, ça correspond à combien? Ça correspond à 53,33%. On a déjà fait ce graphique-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait appelé le point A.
Ça, c'est ce qu'on avait appelé le point B, d'accord. Et ce qu'on suppose par l'hypothèse d'uniformité de la répartition de la distribution, c'est que entre A et B, eh ben, la fonction densité, elle a cette forme-là, il s'agit d'une droite. Donc, où se trouve le quartile d'ordre 1, bah, il suffit juste de repérer où se trouve 25%, à peu près ici, d'accord. Et puis, il nous suffit juste de chercher le point de cette droite et de renvoyer ensuite sur l'axe des abscisses pour déterminer le quartile d'ordre 1. Donc le quartile d'ordre 1, vous voyez, je prends ici 25%, ça correspond à ça. Je prends ici 25%, ça correspond à ça. Et je le reporte ici sur ça. Et c'est ça Q1 que je cherche. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi le point Q1. Bah, la pente de AB, on a vu que cette pente, elle était égale à 0,2%, me semble-t-il. Hein. Elle était égale à 0,2%. La pente de AQ1, elle est égale à quoi, la pente de AQ1? Elle est simplement égale à 25% moins 13,33% divisé par Q1 moins 400. Et ceci, ça va être égal à 0,2%. Et donc, Q1 moins 400 doit tout simplement être égal à 25 moins 13,33%. 25 moins 13,33%, c'est égal à combien? C'est égal à 11,66%. 11,66% divisé par 0,2%. Si vous faites ce calcul, vous allez faire ce calcul et vous allez trouver que ceci c'est égal à 58, c'est égal à 5 fois 11,66, donc c'est égal à 58,35, 58,35, et donc vous allez trouver que Q1 c'est égal à 458,35, et donc ça se situe là. Évidemment, c'est exprimé en kilomètres, et donc c'est 458,35 la réponse à la question. D'accord, c'est ce point-là, 458,35. Comment vous faites pour Q3? Q3, c'est le même dessin, donc on peut le refaire une dernière fois. Hein. Vous voyez que cette fois, vous êtes dans un intervalle qui est un intervalle entre 600 et 700, donc on peut peut-être le représenter, mais je vais assez vite. Hein. Voilà, vous avez ici, je fais cette représentation, d'accord. Cette fois, vous avez toujours le même principe. Hein. Ceci est le repère. Le repère, il est coupé des deux côtés. Donc ça, c'est le point 600. Là, c'est le point 700. Le point 600 correspond ici à une fréquence cumulée, donc qui est de 53,33%. D'accord, c'est ce qu'on avait appelé le point B précédemment, donc rappelons-le le point B, d'accord. Et puis le point 700, lui, correspond à une fréquence qui est de 80%, qui est ici. Donc c'est ce qu'on va appeler le point C. Où se situe, donc encore une fois, la fonction densité? Je peux la représenter comme une droite reliant ces deux points, parce que elle est continue par morceaux, parce qu'on fait comme si la distribution était uniforme sur ce segment. Et puis à quoi correspond le point Q3? Simplement, je regarde où j'en suis à hauteur de 75%, ce que je fais ici, d'accord, et je reporte sur la droite. Donc le point Q3, il est ici à peu près, d'accord, et donc le point Q3, si je le lis sur l'axe des abscisses en termes de nombre de kilomètres, il est tout simplement sur ce point-là. Donc vous avez ça qui est ici présent, donc ça c'est bien le point Q3, et la valeur de Q3 qu'on cherche, elle est ici. La pente de BC. La pente de BC, c'est combien la pente de BC? La pente de BC, c'est, vous voyez que quand le nombre de kilomètres augmente de 100, la valeur passe de 53,33 à 75. Donc ça augmente de 21,66. 21,66%. Donc en fait, ici, la pente est de 0,216%. Donc à quoi est égal Q3?
Bah, vous voyez, toujours le même principe, reprenez le calcul tel que je l'ai fait, Q3 moins 600, Q3 moins 600, voilà. Oh, je n'arrive pas à le faire, le Q3 moins 600, il est tout simplement égal à quoi? Il est tout simplement égal, c'est Q3 moins 600, il est égal à 53, 75 moins 53,33%, 75 moins 53,33%, ça me fait du 21,66%, divisé par mince. Là je me suis trompé, c'est pas 21,6 mais c'était 26,6, d'accord? Donc c'est 0,266. Par contre ici, la différence entre 53,33 et 75, c'est bien 21,66 et je dois diviser par 0,266% pour avoir le résultat. Et ceci, je trouve que c'est exactement égal à 81,25. 81,25. Et donc au total, le Q3, il est égal à 681,25 km. Donc je le mets là, je le reporte ici. 681,25 km. Voilà le résultat en question. Donc je peux passer à la question suivante. Ok. Représenter graphiquement la distribution ainsi que la distribution cumulée. Donc la distribution ici, c'est juste ce qu'on appelle l'histogramme. Donc vous voyez que pour calculer cet histogramme, ici on l'a calculé en termes de nombre de taxis. En termes de nombre de taxis. Mais ce nombre de taxis, bah, il a été rectifié pour tenir compte de la différence d'amplitude. Donc qu'est-ce que ça veut dire tenir compte de la différence d'amplitude? C'est que ici, vous voyez que comme ce rectangle a une base qui est 2 fois plus grande que le rectangle d'à côté, parce qu'on a une amplitude de 200, ici on est d'accord que le nombre de taxis total, c'est bien 200 fois 6, quoi. C'est 2 fois 6, puisque ici, à l'inverse, c'est 4. Donc à chaque fois, on a rectifié les choses de manière à tenir compte de ça, de sorte que la surface de chacun des rectangles corresponde bien au nombre de taxis en question, soit proportionnel à ce nombre de taxis. Donc ici, entre 700 et 900, vous voyez que les 4 qui étaient dedans, on les a divisés en 2, donc ça fait bien une surface de 4, et puis ici, il en reste 2. Donc c'est bien ça l'histogramme. Le mode, il est là, ça c'est bien l'intervalle modal, c'est bien l'intervalle modal. Je ne suis pas sûr, et je ne suis pas un chaud partisan de cette technique des séquentes. Moi je pense que on vous demande ici le mode, mais en fait ce que vous pouvez repérer c'est l'intervalle modal. Après donner un chiffre, je ne vois pas vraiment l'intérêt que ça puisse vraiment avoir. D'accord. Donc voilà, on a représenté la distribution, ici l'histogramme. Voilà. On peut évidemment représenter également la distribution cumulée, donc ici ce qu'on a appelé la fonction de répartition. Vous voyez que cette fonction de répartition ici, elle est aussi représentée en nombre de taxis et pas en fréquence. Et bien sûr, on aurait pu le faire en fréquence, en pourcentage. Ça revient simplement à changer la signification de l'échelle, mais on voit bien que c'est la même courbe en question. Et puis, la caractéristique qu'elle a, c'est la caractéristique de cette fonction de distribution, ou de cette fonction de répartition, pardon, c'est comme il s'agit d'une variable quantitative continue, on l'a représentée comme étant linéaire par morceau. Donc on a ici affaire à une fonction qui est continue par morceau, donc on peut repérer bien sûr la médiane qui correspond à 15, c'est-à-dire à 50% des effectifs. Je reprends donc la fonction de répartition est donc linéaire par morceau, et donc on repère sur ce dessin évidemment la médiane qui correspond à 50% des effectifs. Vous voyez le quartier de l'ordre 1 qui correspond à 7,5 taxis, ce qui n'a pas grande signification, mais qui correspond bien à 25. Et puis bien sûr le dernier qui correspondra à 22,5%, et donc à 22,5 taxis, c'est-à-dire à 75% des taxis. Donc en reportant dessus, vous pouvez trouver la médiane, le quartier de l'ordre 1 et le quartier de l'ordre 3. Donc voilà, on a pu visualiser ainsi les différentes variables
variable qu'on a trouvée, valeur qu'on a trouvée, à savoir 583,25 pour la médiane, 183, excusez-moi, c'est pour le quartile, ça va être 458 ici, d'accord, et pour le dernier, ça sera 681,25. Donc voilà le résultat. Je passe donc à la question suivante. Je passe donc à la question suivante. Alors la question suivante, c'est donc ici, hein, question suivante. Calcule l'écart type en précisant l'unité dans laquelle il s'exprime. Pour calculer cet écart type, on peut toujours, pour calculer l'écart type, il faut tout le temps faire la même chose. Il faut calculer d'abord la variance. Et je vous ai déjà expliqué que pour calculer la variance, en fait, une manière simple de faire ce calcul, c'est de calculer la moyenne quadratique moins la moyenne au carré. Et c'est comme ça que je vous propose de le faire ici, encore une fois, parce que je pense que c'est le plus simple. Donc qu'est-ce que vous allez faire? En fait, on va faire la fréquence. Alors la fréquence, en fait, c'est 4 sur 30. Donc on va faire un calcul et on va tout diviser par 30. Donc si vous faites la moyenne quadratique, vous faites quoi? Vous allez prendre, il y en a 4 qui ont parcouru, donc vous allez prendre le centre de la classe, toujours comme étant représentatif de la classe en question, donc 4 fois 350 au carré, plus 12 fois 500 au carré, toujours comme étant représentatif, plus 8 fois 650 au carré, plus 4 fois 800 au carré, plus 2 fois 950 au carré. Vous faites ce calcul-là, et ceci n'est rien d'autre que la moyenne quadratique. Alors évidemment, comme on l'a calculé en termes d'effectifs et non pas en termes de fréquence, il ne faut pas oublier de diviser tout ceci par le nombre total de taxis, à savoir 30. Et puis vous allez lui retirer quoi? Vous allez simplement retirer la moyenne au carré. Donc la moyenne, on l'avait calculé, hein, la moyenne c'était, me semble-t-il, c'était 590. C'était simplement 590 au carré. Donc voici la variance. Donc si vous calculez la variance, vous pouvez l'obtenir. Cette variance, elle est exactement égale à, on peut calculer ça, hein, on a 374 500, vous vérifierez que c'est bien la moyenne quadratique. Vous lui retirez 590 au carré qui n'est autre que 348 100. Et vous obtenez une variance qui est ici de 26 400. Alors 26 400 c'est quoi? 26 400, comme la variance est quelque chose qui est exprimé en termes de carré, en fait ce ne sont pas des kilomètres, c'est pas 26 400 km la variance, la dispersion, c'est 26 400 km au carré. Et c'est pour ça qu'en fait on prend l'écart type. On va prendre l'écart type, c'est la racine de la variance, parce qu'on veut enlever l'influence de ce carré. Et que si vous faites ce calcul là, vous allez trouver que la variance elle est égale à 162,5. Et cette fois, vous pouvez exprimer l'écart type comme étant 162,5 km. Et ça, c'est un point qui est important. Ça signifie que vous pouvez exprimer l'écart type dans la même unité que la variable elle-même. Donc 162,5, ça correspond à une forme de dispersion en fait de la variable autour de la moyenne qui est de 590. Vous pouvez dire, en moyenne, les taxis sont éloignés de 162,5 de 590. Donc ça a un sens en fait de regarder l'éloignement des taxis, d'accord, de la moyenne en tenant compte de cet écart type. Donc cet écart type qui est aussi exprimé dans la même unité qui sont des kilomètres. Donc l'unité dans laquelle s'exprime, ce sont des kilomètres. Donc je peux en venir enfin à ma deuxième question. Alors, dans ma deuxième question, on a en fait on a une deuxième compagnie et on constate que cette deuxième compagnie a le même nombre de chauffeurs taxi que la première et qui pratique le même tarif au kilomètre. Les valeurs constatées sont 610 pour la moyenne et 80 pour l'écart type. Donc qu'est-ce qui se passe? On a la compagnie, on a ici la moyenne. Et ici l'écart type, et on est capable de le calculer pour la compagnie 1, qui est la première qu'on a regardée, et la compagnie 2, qui est celle qu'on introduit maintenant. Et ce que vous voyez, c'est que la compagnie 1, on avait déjà observé qu'elle avait 590 km, donc ces taxis réalisés en moyenne 590 km, avec une disparité de combien? De 162,5, c'était l'écart type. Okay. Et vous voyez que la compagnie 2, en moyenne, ces taxis font davantage de kilomètres, un peu plus, 20 km de plus, mais elle a un écart type qui est plus réduit. 80. Laquelle de ces deux compagnies réalise le chiffre d'affaires le plus élevé? Alors,
Pour répondre à cette question, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un tarif au kilomètre identique pour les deux compagnies. Donc on suppose que ce tarif, c'est un tarif réglementé, ce qui est d'ailleurs le cas, hein. Donc c'est le même tarif qu'on applique aux deux compagnies. Donc évidemment, le chiffre d'affaires, c'est quoi? Le chiffre d'affaires d'une compagnie, c'est le nombre de taxis dont elle dispose, donc c'est plutôt, je vais appeler ça grand N, donc c'est 30 en fait ici, multiplié par le kilométrage moyen effectué par chacun des taxis, voilà, multiplié par le prix au kilomètre, le prix de la course au kilomètre. C'est ça le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, il est bien égal à ça. Donc il est directement proportionnel à la moyenne évidemment des kilomètres. Et comme vous voyez que les deux compagnies ont le même nombre de taxis, à savoir 30, bah vous en déduisez que le chiffre d'affaires réalisé par la compagnie 2 est bien sûr supérieur au chiffre d'affaires réalisé par la compagnie 1, puisque dans cette compagnie 2, les taxis font davantage de kilomètres. C'est pas plus compliqué que ça. La question 8 est un peu plus subtile et nécessite pas mal d'hypothèses en fait pour pouvoir y répondre, mais on peut quand même essayer d'y répondre de manière intuitive, c'est une question qui est intéressante. Imaginez que dans le calcul du chiffre d'affaires, l'écart type ne joue aucun rôle. Ce qui joue un rôle, c'est la moyenne. Dans l'action 8, on va se poser la question du rôle de l'écart type. Si les compagnies décidaient d'accorder un bonus aux chauffeurs dépassant les 700 km par semaine, à laquelle des deux compagnies de cette décision risquerait-elle de coûter le plus cher? Vous voyez que évidemment, dans la compagnie 1, en moyenne, les taxis sont plus éloignés de 700 que dans la compagnie 2, puisque la moyenne est inférieure. C'est 590 au lieu de 610. Mais la différence, c'est que la compagnie 1, en fait, il y a beaucoup plus d'hétérogénéité dans la compagnie 1. Il y a beaucoup plus d'hétérogénéité dans la compagnie 1 que dans la compagnie 2. Et donc finalement, dire qu'il y a plus d'hétérogénéité, c'est-à-dire qu'il y a plus de taxis extrêmes, soit qui font peu de kilomètres, soit qui en font beaucoup, dans la compagnie 1 que dans la compagnie 2. Une manière de regarder ça, c'est de se dire, de tracer ce qu'on appelle les intervalles de confiance. Vous voyez que on peut essayer de regarder à quoi correspond dans chacune des deux compagnies l'intervalle qui serait x bar moins sigma et x bar plus sigma. Dans la compagnie 1, cet intervalle, c'est 590 moins 162,5. Vous voyez que c'est exactement égal à 427,5, c'est égal à 427,5. Et alors, si on va regarder dans l'autre sens, on va trouver que c'est égal à 752,5. D'accord? Donc, ça c'est pour la compagnie 1. Et pour la compagnie 2, si on fait le même calcul, bah, la compagnie 2 elle est plus resserrée autour de sa moyenne. Donc c'est 530 d'un côté, 610 moins 80, et de l'autre côté, 690. Donc, si on est proche d'une distribution qu'on appelle une distribution normale, on peut penser qu'il y a la même fréquence en fait, il y a la même fréquence, le même nombre de taxis dans ces deux intervalles-là, dans les deux compagnies. Donc vous voyez que ça signifie quoi? Ça signifie que dans la compagnie 1, en fait, il y a davantage de taxis qui vont dépasser les 700 km, hein, parce que c'est moins concentré. Donc ces décisions, du coup, si on accorde un bonus au taxi extrême, elle risque de coûter plus cher à la compagnie 1. Voilà. Et donc, c'est les résultats qu'on obtient. Alors, ceci achève le fait ces trois premiers exercices. Dans ma DE du samedi, je n'ai pas eu le temps de finir l'exercice 4. Donc, ce que je vous propose, c'est sur un film séparé de faire l'exercice 4. Voilà. Je vous remercie de votre attention et on se retrouve donc pour cet exercice 4 sur un film qui est séparé. Merci.